en fait, donc je remets ma caméra. Ah, c'est ok, parfait, parfait. Hop, vous êtes avec nous, Alban Gauthier. Attendez, je vais vous... Est-ce que c'est... Voilà. Attendez, hop. Je suis... Attendez, je vais juste faire ça. Voilà. Et est-ce qu'on est bon? Voilà, merveilleux. Bonjour Alban Gauthier. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il y a du monde ce soir, il y a du monde, il y a du monde. Tout le monde est intéressé par les Vikings, on a envie d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à poser des questions. Est-ce que vous avez réussi à allumer le live d'ailleurs? Non, j'ai pas... Vous allez être concentré sur J'ai pas ça. cherché particulièrement. Je vous enverrai la rediffusion de toute façon Voilà. après, vous pourrez regarder. En tout cas, Alban Gauthier, on s'est appelé hier et comme je vous le dis avant de commencer, déjà je suis ravi que vous ayez eh bien, accepté de venir parler des Vikings et de leur perception à travers le temps sur Twitch. Ça fait très plaisir. Alors vous me dites qu'il y a un écho, donc je vais régler ça instantanément. Petit écho, ok, petit écho. Alors je vais faire ça. Je suis très content que vous ayez accepté de venir parler des Vikings sur Twitch parce que voilà, c'est une plateforme que vous ne connaissez pas, que vous découvrez et que vous acceptiez de venir comme ça, après l'invitation discuter. Je trouve ça vraiment très très chouette et que comme ça les gens puissent apprendre des choses. Alors comme je le disais, il y a on parle beaucoup des Vikings cette semaine avec la sortie d'Assassin's Creed Valhalla. Puisque voilà, vous avez notamment travaillé sur un podcast, enfin vous avez participé à un podcast qui s'appelle Echoes of Valhalla, mais on ne parlera pas du jeu ce soir comme je vous le rappelle pour tout le monde. Vous pouvez poser des questions sur tout ce que vous voulez sur les Vikings, etc. Juste pas sur Assassin's Creed et je pense qu'il y a bien assez de questions de toute manière autour des Vikings à partir de là. Donc Alban Gauthier, pour vous faire votre curriculum vitae, vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Caen. Je suis professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen. Voilà. Tout à fait. Et alors ça, il va falloir m'expliquer parce que j'ai lu dans votre curriculum, vous êtes membre junior de l'Institut universitaire de France. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'Institut universitaire de France, c'est une agence qui sélectionne chaque année un certain nombre de chercheurs pour leur donner pendant 5 ans des moyens pour faire de la recherche. D'accord. Des moyens financiers, mais aussi du temps pour faire de la recherche. Et j'ai bénéficié de ce programme pendant 5 ans. Là, c'est terminé pour moi. Je suis membre émérite, comme on dit, de cet institut. Mais pendant 5 ans, entre 2013 et 2018 environ, je crois, dans ces eaux-là, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la recherche avec finalement des conditions assez idéales. Et c'était un plaisir. Voilà. Écoutez, franchement, je suis content, au moins que je sais, et maintenant je sais ce que ça veut dire émérite, c'est qu'on a participé et qu'on est un doyen finalement de ce genre d'institution. Donc voilà, donc comme je vous dis, vous êtes alors spécialisé dans les Vikings, mais en fait c'est assez large parce que vous avez aussi écrit sur le mythe d'Arthur aussi. J'ai vu du roi Arthur. Vous avez écrit de nombreux articles. Quand j'ai vu, c'était très impressionnant. Mais aujourd'hui, avec vous, comme je disais, j'aimerais parler des Vikings et plus particulièrement aussi de leur perception à travers le temps. Déjà, j'aimerais vous poser la question parce que ça m'intéresse toujours de savoir ça pour un chercheur. Comment est-ce qu'on en vient à parler des Vikings? Comment est-ce qu'on en vient à en faire un sujet d'étude, un sujet d'écriture? Puisque pour ceux qui ne savent pas, quand on est dans les milieux universitaires, quand on travaille sur un sujet, c'est des années de travail, c'est des mois, on se déplace. J'imagine que pour les Vikings, vous avez dû beaucoup bouger, étudier, peut-être même apprendre des langues. Donc c'est un vrai investissement sur plusieurs années. Donc c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui nous a amené à s'intéresser à tel ou tel sujet. Et pour vous, Monsieur Gauthier, les Vikings. Alors, les Vikings, j'y suis venu finalement assez tardivement. Ça fait seulement 4-5 ans vraiment que je travaille sur cette question. Ma spécialité première, c'est l'histoire de la Grande-Bretagne au début du Moyen-Âge. D'accord. C'est là-dessus que j'ai commencé à travailler. C'est pour ça que j'ai aussi travaillé sur le roi Arthur. C'est pour ça que j'ai travaillé sur les Anglo-Saxons. Et alors pourquoi est-ce que je me suis orienté vers la Grande-Bretagne dans le Haut Moyen-Âge? Peut-être d'abord parce que j'ai fait des études d'anglais. En même temps que mes études d'histoire, j'ai fait des études d'anglais en parallèle. Et donc, j'ai toujours aimé les langues. Et c'est vrai que travailler sur ce monde du début du Moyen-Âge en Angleterre était un moyen de concilier mon intérêt pour les langues anciennes, donc le latin, le vieil anglais, le vieux norrois, et puis l'intérêt pour l'histoire. Et donc, quand on travaille sur l'Angleterre,
au début du Moyen-Âge, eh bien, on rencontre les Vikings assez naturellement, Eh oui. puisque entre le 8e et le 11e siècle, il y a des Vikings en Angleterre. Voilà. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal des Vikings en Angleterre, donc j'imagine que c'est assez intéressant. Mais puis en fait, c'est très impressionnant parce que quand vous parlez des Vikings, vous en parlez déjà très largement sur une période de temps très large, donc parce que les Vikings c'est finalement assez long, et surtout vous en parlez dans des contextes géographiques aussi très larges, puisque en revoyant aussi certaines conférences que vous avez fait, on s'en doute pas du tout, mais les Vikings ils sont allés en Angleterre, mais pas que, les Vikings aussi sont allés en Europe de l'Est, vers la Russie, ils ont eu des contacts aussi avec des royaumes arabes, donc c'est vraiment aussi des contextes très divers, et comme vous le disiez aussi, et je trouvais ça aussi intéressant quand vous faisiez vos conférences, c'était toute une histoire au niveau des langues aussi qu'il fallait apprendre, le vieux norrois qu'il fallait réussir, le vieux anglais qu'il fallait aussi réussir à concilier, parce qu'on le verra, pour en apprendre sur les Vikings, il faut, comme vous le disiez, en apprendre sur les Anglais qui ont parlé des Vikings justement, il faut réussir à concilier, plusieurs langues. Alors, si aussi on parle des Vikings ce soir, c'est parce que, à mon avis, et on en discutait aussi un petit peu ensemble, on a eu énormément de productions audiovisuelles autour des Vikings. Je pense à forcément la série Vikings en premier lieu, la série The Last Kingdom. Et la première question qui m'est venue en tête, c'est est-ce que est-ce que vous avez vu ces séries? Et si vous les avez vues, est-ce que vous arrivez à les apprécier? Est-ce que vous devez vous arrêter toutes les 5 minutes en mode hop, 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 là ça me crispe mon fond intérieur d'historien? Alors, j'ai vu les 2 séries en question. Je les ai pas vues en entier. J'ai vu de la série Vikings, je pense que j'ai vu les 3 premières saisons. Et pour Last Kingdom, j'ai dû voir les 2 premières saisons. Bon, ce sont des séries qui sont plutôt bien faites. Hein, techniquement, ça marche. Puis le fait que ces séries rencontrent un public montre qu'elles marchent. Enfin, voilà. Puis elles sont pas faites, je dirais, elles n'ont pas nécessairement prétention à reconstituer exactement ce qui s'est passé. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas. Alors, est-ce que j'arrive à les regarder sans bondir toutes les 3 secondes? Eh bien, difficilement quand même. Ah oui, quand même. Difficilement. Parce que quand on est vraiment spécialiste d'un sujet, quand on passe le plus clair de son temps de travail à s'intéresser à un sujet, on voit les grosses erreurs, mais aussi toutes les petites erreurs. Enfin, les erreurs. Est-ce que les anachronismes, les raccourcis, les interprétations un peu délirantes parfois même. Hein. Voilà. Bon. C'est des 2 séries dont je dirais qu'elles ont comme point commun de reconstituer de manière pas infamante, de manière assez, plutôt bien faite, l'univers matériel des Vikings. C'est-à-dire la manière dont l'habitat, les armes, les bateaux tiennent compte, avec des compromis évidemment, hein, mais tiennent compte quand même de ce qu'on sait aujourd'hui par l'archéologie, par les textes. D'accord. En revanche, la mentalité des personnages est totalement moderne, c'est-à-dire qu'aucun personnage à l'époque n'aurait pensé et agi de la manière dont les personnages de ces séries pensent et agissent. Mais en même temps, si les personnages pensaient et agissaient de manière totalement incompréhensible pour les gens d'aujourd'hui, personne ne regarderait ces séries. Elles ne fonctionneraient pas. Et oui, c'est ça. Et surtout, c'est quand on fait des études comme ça, et beaucoup d'historiens le disent, c'est-à-dire qu'en plus, on a un attachement affectif avec un sujet d'étude en particulier, donc c'est vrai que voilà. Mais j'imagine qu'effectivement ça peut être compliqué justement de pouvoir suivre ces séries, et c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Mais donc justement on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur les Vikings. Alors quand on parle des Vikings déjà, quand on parle d'eux, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on appelle les Vikings? Est-ce qu'on parle d'un peuple? Est-ce qu'ils se définissaient comme les Vikings? Ils viennent d'où? Est-ce qu'eux-mêmes s'appelaient les Vikings entre eux? On parle de quoi avec les Vikings? Alors le problème, c'est que le mot Viking a 2 sens principaux. Il y a le sens de l'époque et le sens qu'on s'est mis à lui donner à partir du 19e siècle. Alors, à l'époque, en vieux norrois, le mot viking, vikingur, en vieux norrois,
ça désigne quelqu'un qui fait une expédition maritime pour s'enrichir. D'accord. Donc, une expédition maritime pour s'enrichir, ça s'appelle en norrois une viking. Le norrois, c'est la langue que l'on parle en Scandinavie au début du Moyen-Âge, pour simplifier. Une expédition maritime pour s'enrichir, ça s'appelle une viking. Ah, d'accord. Une viking, ouais, c'est un mot féminin. Et quelqu'un qui fait une viking, ça s'appelle un vikinger. Voilà, un viking. Tout simplement. Tout simplement. Donc c'est un raid. C'est pas nécessairement un Scandinave. Ah. C'est-à-dire qu'on a des textes, ça peut être un commerçant, ça peut être un pirate, ça peut être un mercenaire, ou bien souvent quelqu'un qui fait un peu tout ça en même temps. Et c'est pas nécessairement quelqu'un qui vient de Scandinavie. À l'époque, le mot n'a pas de sens ethnique. On a des textes qui décrivent des pirates sarrasins en Méditerranée. Si ces textes sont écrits en vieux norrois, les pirates sarrasins en Méditerranée, on les appellera des vikingars. Aussi, donc c'est aussi des vikings. Voilà. Donc c'est assez large finalement. À l'époque, le mot signifie tout simplement un navigateur qui cherche à s'enrichir. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, à partir du 19e siècle, on s'est mis à utiliser le mot avec une majuscule, cette fois-ci, pour désigner tous les Scandinaves entre le 8e et le 11e siècle. On a utilisé ce mot qu'on a choisi parmi les différents mots qui désignent les pirates dans cette langue de l'époque, pour en faire une sorte de nom propre. Voilà. Mais les Vikings, c'est pas un peuple. C'est pas du tout un peuple. C'est pas un... En fait, en gros, on va y revenir, mais c'est... Nous, aujourd'hui, on désigne les Vikings comme... Enfin, pour nous, ça nous parle à tous. Mais de ce que vous disiez, à l'époque, on n'appelait pas forcément les Vikings des Vikings, on les appelait des Danois, des Suédois... c'était plutôt comme ça qu'ils étaient nommés, plus que Vikings. Je vais même vous dire, le terme qu'on rencontre le plus souvent pour les désigner, c'est les étrangers. Tout simplement, finalement. Les païens. Ah, païens. Les païens. Oui. Ou les pirates. Oui, donc finalement, ils n'avaient pas un nom différent des autres déjà à ce niveau-là, quoi. C'est les termes qu'on rencontre le plus souvent. Alors ensuite, quand on veut leur donner un nom plus spécifique, effectivement, le terme le plus courant, c'est les Danois. Et puis parfois on cherche à faire des distinctions plus fines, on va les appeler les Suédois, les habitants de telle région de Norvège, de telle région du Danemark, etc. Mais il n'y a pas d'unité politique à l'époque en Scandinavie. Il y a des dizaines de petits royaumes qui progressivement se dévorent les uns les autres, on va dire. Et à la fin de l'époque viking, vers 1100 à peu près, on se retrouve avec 3 royaumes principaux, le Danemark, la Norvège et la Suède. Le Danemark, la Norvège et la Suède. C'est assez... donc finalement, on se rend compte que ça regroupe tellement de personnes, ce terme viking, mais on va effectivement se concentrer sur les gens de Scandinavie pour les gens qui l'ont compris, pour ceux qui font ça. Quand est-ce qu'on pourrait un petit peu essayer de désigner des bornes chronologiques, en tout cas pour le début, pour déjà essayer de situer un petit peu pour chacun le début des grands raids vikings, on va dire sur l'Europe occidentale, comme on aime souvent à le désigner, pour qu'on puisse délimiter la frise chronologique pour les gens qui nous regardent. Les premiers textes qui nous mentionnent des raids vikings en Europe occidentale, ça se situe à l'extrême fin du 8e siècle. Donc on est sous le règne de Charlemagne, à peu près au milieu du règne de Charlemagne, dans les années 790. Voilà. C'est à ce moment-là que les premiers textes mentionnent des raids vikings. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant, mais en tout cas, s'il y en a eu avant, les textes ne nous en parlent pas. Voilà. D'accord. Donc moi je m'étais permis de noter que c'était l'un des premiers raids qui était, dont on avait vraiment des traces, c'était le raid aussi de Lindisfarne, qui était une abbaye au nord de l'Angleterre, qui a fait date et que beaucoup prennent aujourd'hui comme une sorte de point de départ. Est-ce qu'on peut se situer à peu près là ? C'est pas impossible de prendre ce point de départ. C'est le raid qui est montré dans le premier épisode de la première saison de la série Vikings. Oui, c'est la première
expédition de piraterie, de pillage menée par des Scandinaves en Europe occidentale dont on soit absolument certain, voilà, dont la date soit très clairement fixée. Alors, il y a peut-être eu, comme je vous le disais, quelques raids auparavant. On en a un qui a peut-être eu lieu dans le sud de l'Angleterre en 789. Enfin, voilà. Il y a, dans les années, voire les décennies qui précèdent, il s'est peut-être passé des choses dont les sources ne nous ont pas laissé de traces. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on parle d'une époque qui est quand même peu documentée. Oui, aussi. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait des événements dont les sources, dont les textes ne nous ont pas laissé de traces. Hein. Mais 793, Lindisfarne, c'est le premier événement connu avec une grande certitude pour un raid scandinave en Europe occidentale. Et justement, la question qui me vient, c'est pourquoi, qu'est-ce qui pousse ces hommes du Nord à partir de chez eux? Moi, quand j'étudiais les Vikings à l'école, on parlait d'un réchauffement climatique, on m'avait aussi parlé d'une surpopulation dans cette région. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est des explications qui ne sont pas totalement à rejeter, ça peut être joué à la marge, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette Scandinavie, c'est une région très pauvre. D'accord. Où de toute façon, si on veut chercher à s'enrichir un peu, il vaut mieux sortir. Aujourd'hui, la Scandinavie, ça paraît presque un Eldorado. C'est l'une des régions les plus riches du monde. J'adorerais aller là-bas en vacances, hein, pour le coup, c'est vrai. Là-bas, au Moyen-Âge, on est vraiment dans des terroirs très pauvres. Voilà. Donc, si on veut chercher à s'enrichir, il vaut mieux sortir de Scandinavie. Et les Scandinaves, depuis très longtemps, en fait, depuis l'époque romaine, quittent la Scandinavie pour chercher fortune ailleurs. Hein. Donc, généralement, ce sont soit des mercenaires, soit des marchands. Pendant tout le 7e, 8e siècle, il y a du commerce dans ces mers du Nord. Et les Scandinaves participent à ce commerce. Alors, ce qui change progressivement au 8e siècle, c'est qu'il y a des pouvoirs de plus en plus puissants qui émergent en Scandinavie, des véritables royaumes, qui sont en compétition les uns contre les autres. Ah, d'accord. Ils sont en compétition très très forte les uns contre les autres. Hein. Les premières victimes des Vikings, eh bien, ce sont d'autres Scandinaves. Hein. C'est-à-dire qu'avant tout, ils vont attaquer le voisin. Hein. Mais le voisin, généralement, n'est pas très riche lui non plus. Oui, parce qu'on est dans une pauvreté, comme vous le disiez, voilà. Donc c'est de la survie à ce moment-là. En fait, on est dans un système extrêmement instable, un système politique extrêmement instable, où les chefs, pour affermir leur pouvoir, doivent recruter des hommes. Pour recruter des hommes, il faut les récompenser dignement, leur faire des cadeaux, leur offrir des armes, des chevaux, des bijoux, du vin, les abreuver lors des banquets, etc. Faut retour sur investissement. J'ai donné mon arme pour quelqu'un, voilà, il faut que ça vienne pour moi aussi à un moment donné. Les hommes, en plus, si c'est un système très instable, les hommes sont toujours prêts à aller se vendre, entre guillemets, à un chef plus puissant et plus généreux. Et donc, pour les fidéliser, il faut leur fournir des succès et leur fournir des richesses. Et la meilleure manière de leur fournir des succès et des richesses, c'est d'organiser des expéditions de pillage. Tout ça. Des expéditions de pillage qui enrichissent le chef. Le chef, devenant plus riche, peut recruter plus d'hommes, mais pour les récompenser encore plus, eh bien, il faut faire encore plus d'expéditions, etc., etc. Et il y a une sorte d'emballement du phénomène, et on a l'impression qu'il y a une sorte de retournement. À un moment, le système s'emballe complètement à la fin du 8e siècle. Dans les années entre 750 et 800. Oui. Ce système qui fonctionnait plus ou moins en allant piller le voisin, en faisant des expéditions commerciales, bascule dans un système beaucoup plus agressif et avec des expéditions de pillage beaucoup plus lointaines entre 750 et 800. Donc en fait, ils ont exporté leur système guerrier
en dehors de la Scandinavie, mais c'est quelque chose qui existait depuis assez longtemps finalement entre eux. Mais justement, on parlait de système politique et j'ai envie de m'arrêter un tout petit peu parce que voilà, le modèle que nous on connaît en Europe, c'est le système féodal. Voilà, c'est un système avec des petits seigneurs, des comtés qui sont sous des ducs et des ducs qui sont après sous des rois. Et voilà, c'est un système pyramidal qu'on connaît tous. Quel est le système à l'époque chez les Vikings? Est-ce qu'on parle de... Enfin, je me permets de dire Vikings. Hein, chez les Scandinaves, est-ce que c'est un système de clans, des clans qui sont au-dessus d'autres clans? Comment est-ce que ça s'agence un petit peu tout ça? Alors, c'est surtout pas un système pyramidal. D'accord. Dans le sens où ce sont plutôt des groupes, des sortes de clans, oui, on va utiliser ce terme, pourquoi pas, des groupes familiaux élargis, qui forment des communautés locales de paysans libres, qui sont plutôt juxtaposés. Et à l'intérieur de ces groupes, il y a des chefs de famille qui cherchent à devenir plus puissants que les autres. Oui. Mais c'est très instable. On est dans une sorte d'instabilité permanente. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une expédition tourne mal pour que la puissance momentanée d'un personnage s'effondre et que le voisin qui regardait jalousement ce qui se passait devienne la figure dominante du village, etc., etc. Et donc, à la fin du 8e siècle, ce qu'on voit apparaître, c'est des chefs beaucoup plus importants que ces coqs de village. D'accord. Des chefs beaucoup plus importants, de véritables rois. Alors des rois qui règnent sur des tout petits royaumes, hein, mais qui commencent véritablement à enclencher ce système de puissance qui cherchent à stabiliser finalement leur puissance. Et pour certains qui y arrivent. C'est le cas par exemple du royaume des Danois. D'accord, qui vont stabiliser leur puissance. Et est-ce que c'est le fait d'avoir stabilisé cette puissance qui va pousser d'autres à devoir partir plus loin justement pour trouver une herbe plus verte ailleurs, quoi? Entre autres. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple célèbre, hein, à la fin du 9e siècle, dans l'ouest de la Norvège, il y a un roi qui devient particulièrement puissant et qui commence véritablement à construire ce qui va devenir le royaume de Norvège, le roi Harald à la belle chevelure. Et on sait que l'émergence de ce pouvoir pousse de nombreux chefs locaux à tenter l'aventure ailleurs et en l'occurrence, par exemple, à aller coloniser l'Islande. Ah, pousser jusqu'à l'Islande alors. Oui, donc déjà, donc il faut toujours continuer à étendre, mais du coup ailleurs cette fameuse influence. C'est très intéressant. Donc ces premiers raids qui vont aller, justement ces raids qui vont commencer à la fin du 8e, en Europe occidentale, ils sont de nature colonisatrice déjà, ou c'est vraiment une idée d'aller-retour? Est-ce que c'est juste une envie de partir pour coloniser un territoire et de façon plutôt permanente, ou on a juste envie d'y aller un été et de revenir après l'hiver venant avec toutes les richesses qu'on a accumulées? Dans les premières décennies, c'est vraiment des raids ponctuels. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'aller s'installer en Europe occidentale ou ailleurs d'ailleurs. Sauf peut-être déjà à cette époque dans le nord de ce qui deviendra la Russie. Mais en dehors de cette région-là, il ne s'agit pas vraiment d'aller s'installer à l'étranger. Il s'agit de faire des raids ponctuels et de revenir riche au pays. C'est ça. Et puis, à partir, en Europe occidentale, c'est surtout à partir du milieu du 9e siècle, disons à partir des années 850-860, qu'on voit des groupes chercher à s'implanter plus durablement. Ça commence un peu plus tôt en Irlande, puis ensuite en Angleterre et sur le continent. Il y a des gens qui posent la question, elle est intéressante, cette pauvreté que vous disiez en Scandinavie, est-ce qu'elle est due aussi au sol et au fait que c'était difficile de faire pousser des choses dans cette région du monde? Oui, c'est lié au climat, c'est lié au sol. La Scandinavie, en fait, c'est une série de petites plaines relativement fertiles
séparés par des montagnes qui sont totalement inaptes à l'agriculture. Oui, oui. Donc c'est très compartimenté comme relief, et puis le climat, c'est un climat quand même très rude, hein. Oui, c'est un climat qui est rude et qui les pousse à aller voir du coup en Angleterre. Vous le disiez, ces raids qui étaient à la base des raids qui étaient plutôt ponctuels vont venir installer des clans qui vont s'installer de façon un petit peu plus durable. Ils vont s'installer où environ en Angleterre, dans l'ouest de l'Angleterre? J'ai entendu dire aussi que l'Irlande a été aussi une terre où eh bien, on s'est installé. Et puis l'exemple que nous on connaît le plus en France, c'est celui de Rollon, qui eh bien, est devenu, qui ensuite a hérité d'une terre justement dans le nord-ouest de la France, qui est devenu par la suite le duché de Normandie. Alors on trouve des implantations vikings dans plusieurs régions d'Europe occidentale. L'une des plus anciennes, c'est Dublin, la région de Dublin, et puis quelques autres ports irlandais. Dublin est une ville qui a été fondée par les Scandinaves, hein, donc début 9e siècle à peu près. En Angleterre, on les trouve surtout dans le nord de l'Angleterre, c'est-à-dire eh bien, au sud de la frontière écossaise actuelle, et puis dans l'est de l'Angleterre. En gros, on les rencontre entre York et Londres, hein, dans la région qui est entre York et Londres, dans le nord et l'est de l'Angleterre actuelle. C'est là qu'ils se sont implantés principalement, donc à partir des années 860. Et puis sur le continent, il y a plusieurs tentatives d'implantation. Il y a des tentatives d'implantation en Bretagne, autour de 900. Une tentative assez importante d'implantation en Frise, c'est-à-dire la région qui correspond aujourd'hui aux Pays-Bas. Ah oui, aussi. Dans les années 840-850. Mais ça n'a pas marché en Bretagne et en Frise. Le lieu où ça a fonctionné, c'est dans la vallée de la Seine, la région de Rouen, puisque en 911, un chef scandinave, Rollon, a reçu le comté de Rouen, qui a été ensuite la base de ce qui est devenu le duché de Normandie. Que vous voyez ici, que je vous affiche pour que vous puissiez un petit peu voir ce dont il en retourne. Donc c'est le roi des Francs, Charles le Simple, qui finalement, le roi des Francs et, je dirais, les milieux dirigeants autour de lui, hein, qui ont décidé que finalement, plutôt que d'essayer de combattre systématiquement ces Vikings, il valait mieux en choisir un avec qui ils avaient déjà des contacts, ils avaient déjà des liens, un avec qui ils s'entendaient relativement bien, et de lui confier la basse vallée de la Seine, l'embouchure de la Seine, finalement le point faible du dispositif militaire du royaume des Francs, de le lui confier pour protéger cette région contre d'autres Vikings. On a un petit peu dealé avec des Vikings pour qu'ils empêchent les autres Vikings de venir. Donc c'est une façon de bloquer les autres. Donc c'est assez intéressant. Et en plus, ces païens, justement, Rollon va ensuite, un an plus tard, se convertir en plus au christianisme. Donc c'est aussi d'assimiler ces Nordiques à la culture, au christianisme aussi à ce moment-là. Alors, et j'ajouterais qu'ils ne demandent que ça. C'est scandinave. En fait, c'est leur but. Leur but, c'est de s'enrichir, de devenir très riche et très puissant. Et être comte de Rouen et intégrer finalement à l'élite dirigeante du royaume des Francs, c'est le succès le plus brillant que puisse obtenir un viking. Et alors se convertir au christianisme, alors là c'est le nec plus ultra. Le christianisme, c'est la religion du succès, c'est la religion de la richesse. Assez en vogue à l'époque quand même, le christianisme, hein, plutôt. C'est la religion, je dirais, de la modernité et la religion à la mode. Oui, à ce moment-là, c'est ces vieux cultes traditionnels pour la religion du moment. Tout à fait, c'est ça. On était un petit peu has-been finalement. Si on n'était pas chrétien, on était un peu has-been, on peut le dire. On était démodé. Il y a un peu de ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le christianisme, c'est aussi une religion qui a une dimension guerrière. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est
qui est souvent assez mal représenté. Ça me fait toujours bondir dans les séries. Oui. En gros, dans les séries, les païens sont toujours très guerriers, très courageux, et puis les chrétiens, alors en particulier les évêques, les prêtres, ils sont lâches, ils sont... le christianisme, dans le haut Moyen-Âge, c'est une religion guerrière, c'est une religion du succès sur le champ de bataille. Pensez à Clovis, pensez à Charlemagne. Enfin, si Clovis s'est converti au christianisme, c'est à cause du succès sur le champ de bataille. C'est cela que le christianisme promet à ses adeptes. À ses adeptes. Et il y a des gens qui posent des questions et c'est intéressant. Comment est-ce que c'est perçu ça, la conversion, le fait de... voilà, quand on est par les autres Scandinaves, quand Rollon devient voilà, comme je dis, un chrétien, qui devient comte de Rouen. Est-ce qu'on sait comment ça a été perçu par ses contemporains? J'ai l'impression quand même que c'est pas un problème en soi. Quand on est polythéiste, on a l'habitude d'avoir plusieurs dieux. Donc finalement, en rajouter un de plus, le Christ, vrai. ou le Dieu chrétien, ou la Vierge Marie. D'ailleurs, le christianisme médiéval a plusieurs figures aussi. C'est un monothéisme, il y a un seul Dieu, mais enfin, il y a une multitude de saints, il y a une multitude de figures masculines et féminines. C'est vrai. Et donc, c'est pas, comment dire, on peut tout à fait s'accommoder d'une... comment dire, d'agencer finalement, on peut agencer des cultes différents en même temps. Oui. On a retrouvé par exemple dans des tombes des individus qui ont été enterrés et autour de leur cou, les gens qui les ont enterrés ont passé des amulettes avec à la fois le marteau de Thor, qui est un objet qui est lié au culte d'une des divinités traditionnelles scandinaves, le dieu Thor, et puis une croix chrétienne. C'est pas impossible d'avoir les deux autour du cou pour le voyage vers l'au-delà. Si vous êtes dans une tempête en mer du Nord et que tout va mal, vous pouvez essayer de faire un petit sacrifice à Thor, puisque c'est le dieu du tonnerre et des éclairs, donc ça peut être utile. Si ça marche pas, on peut essayer Jésus-Christ aussi. Oui. De lendemain, bon les gars, ça n'a pas marché, Thor, je vous propose Jésus, je pense que ça va mieux se passer. Lui, il nous écoute. Donc oui, je vois. Au contraire, hein, ou dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on a pris l'habitude de prier plutôt le Christ, et puis qu'à un moment, pour une raison X ou Y, ça marche pas très bien, on peut décider de revenir au Dieu traditionnel. Au cas où ça marche mieux. Donc cette vision, et c'est vrai que les gens me posent la question dans le chat, c'est intéressant, donc cette vision du cinéma dans des Vikings très proches de leur panthéon, très proches de leur religion, elle n'est pas si vraie que ça finalement. On y croit certes, mais on est beaucoup plus flexible que ce qu'on nous laisse penser. J'ai l'impression qu'il y a une grande flexibilité. Je vais vous donner un autre exemple. On a retrouvé au Danemark un moule en pierre qui servait à un forgeron, à un orfèvre, pour couler des amulettes. Donc dans la pierre, il avait creusé la forme des amulettes qu'il voulait couler avec du métal. Eh bien, dans ce moule, il y a à la fois la possibilité de fondre des croix et des marteaux de Thor. C'est le même moule. Très proches finalement l'un et l'autre, quoi. Ça se ressemble en plus. On pense d'ailleurs que l'essor du marteau de Thor, qui est assez rare au IXe siècle et qui se développe beaucoup au Xe, c'est une sorte de réponse à la diffusion de la croix. Ah d'accord. Comme si c'était dit, voilà, il nous faut aussi notre signe. Ah, j'essaie de trouver quelque chose qui ressemble un petit peu, pour que les gens puissent un petit peu se rendre compte. J'espère ne pas mettre quelque chose ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Voilà, à peu près, c'est une forme-là. Donc oui, effectivement, il y a une ressemblance avec la croix qui est quand même assez parlante, effectivement. Mais non, donc c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, ce que vous nous racontez sur le comportement sur les Vikings. Mais aussi, moi, je me pose la question parce que les chrétiens, eh bien, ont des gens pour écrire leur histoire. Les chrétiens ont eh bien les abbayes avec les moines scribes qui vont rédiger, écrire ce qui se passe. Comment est-ce que les Vikings ont des traces écrites déjà, et comment est-ce qu'ils ont raconté leur histoire, et est-ce que c'est eux qui l'ont raconté d'ailleurs?
Alors ça c'est un gros problème pour étudier les Vikings, effectivement, c'est que en gros, hein, on a 3 types de documents. On a des documents qui datent de l'époque viking, mais qui ont été écrits en dehors du monde scandinave, par des moines francs, anglo-saxons, irlandais, par des voyageurs arabes qui ont visité la Scandinavie, par des auteurs byzantins, enfin voilà, des auteurs européens ou proche-orientaux qui ont parlé des Vikings. Oui. Alors évidemment, ce premier genre de texte, ce sont des auteurs qui ne connaissaient pas bien les Scandinaves, qui ne parlaient pas leur langue, qui avaient tendance un petit peu à exagérer un certain nombre de choses. Et ces auteurs sont souvent d'ailleurs des victimes des Vikings, puisque par exemple les abbayes, qui étaient riches et peu défendues, faisaient partie des cibles privilégiées des raids de pillage. Oui. Donc, ces textes ont l'avantage de dater de la bonne période, ils ont été écrits au moment des faits, mais ils ont l'inconvénient de ne pas être... d'avoir un regard un peu biaisé. Voilà. Extérieur, parce que c'est... Oui, c'est extérieur et hostile. Oui, parce que... Très majoritairement hostile. Vous le disiez, parce qu'en plus de ça, c'est des moines qui écrivent ces choses. Et le truc, c'est que les moines sont la cible de raids vikings aussi, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que des abbayes sont sujets à des raids très souvent. Donc forcément, ce sont des ennemis de Dieu. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils étaient perçus, ces raids, justement ? C'est l'un des rares cas où l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, mais par les victimes. Ça arrive de temps en temps. Mais voilà, ici, on a surtout la voix des victimes, on n'a pas la voix des gens qui menaient ces raids. Ces raids sont perçus comme l'apocalypse, hein, comme l'annonce de la fin du monde. C'est l'ennemi qui arrive du nord, qui est païen, qui s'en prend aux églises, qui s'en prend au sacré. Qui emmène les jeunes moines ou les jeunes religieuses en esclavage, qui viole les femmes. C'est horrible, mais c'est vrai que c'est horrible en plus. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais bien sûr. Ça va. Ça a lieu. Ça existe. C'est pas du pur fantasme. Hein. Mais il place ça dans une interprétation religieuse globale, comme une sorte d'annonce de la fin des temps, comme une sorte de... Ou alors, une autre interprétation qui est apportée, c'est nous sommes des pécheurs et donc Dieu nous punit en nous envoyant des calamités. Et donc, par exemple, cette calamité des hommes du Nord. Hein. Ouais. C'est un autre mot qui est souvent utilisé d'ailleurs dans ces textes, c'est les hommes du Nord. En latin, Normanni. Hein, les hommes du Nord, Normanni, et donc c'est ce qui a donné le mot les Normands. Hein, c'est pour ça aussi qu'on les appelle les Normands. Donc on a cette source. C'est la première source, celle-ci. Voilà, première catégorie de textes, des textes de l'époque produits à l'extérieur du monde viking. Deuxième catégorie de sources, alors là on en a énormément. Ce sont des textes écrits par des Scandinaves, mais beaucoup plus tard. En particulier par des Islandais. Donc ce sont par exemple les fameuses sagas islandaises qui racontent les aventures de tel ou tel roi, de tel ou tel grand chef viking. Comme Ragnar peut-être comme Ragnar Lodbrok par exemple, la saga de Ragnar Lodbrok. Alors Ragnar Lodbrok, le héros de la série Viking, Ragnar Lodbrok, lui, il est censé avoir vécu au 9e siècle. La saga de Ragnar Lodbrok, elle a été écrite au 14e siècle. Donc 9e, 14e siècle. 500 ans d'écart. C'est comme si j'écrivais sur la découverte des Amériques par Christophe Colomb, quoi. Oui, et comme si vous écriviez un roman sur la découverte des Amériques. C'est sans aucune trace écrite entre les deux. Parce que si vous écrivez aujourd'hui un livre sur la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, vous pourrez utiliser des tas de choses qui ont été écrites entre-temps. Oui. Tandis que là, c'est de la transmission presque exclusivement orale. Entre le moment où les choses ont peut-être eu lieu, Ragnar, on n'a absolument aucune certitude de son existence historique, mais entre le moment où les événements ont peut-être eu lieu et le moment où le récit est mis par écrit, il se déroule, en l'occurrence, 500 ans dans le cas de Ragnar.
C'est énorme. Ah oui. Mmh. On voit, il y a quelques premiers textes, le tout premier texte qu'il mentionne, où on est sûr que c'est ce personnage-là, il date du XIe siècle. Mais il y a quelques lignes seulement. Mmh. L'histoire complète qui raconte toute son aventure et l'aventure de ses fils, c'est XIVe siècle. Donc vous voyez, on a des centaines et des centaines, des milliers de pages, écrites en islandais. C'est passionnant, ce sont des très belles histoires, romancées, très agréables à lire. Oui. Mais leur valeur historique est très faible. Leur valeur historique est très faible. Parce qu'en plus, non seulement il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, non seulement la transmission a été purement orale, mais en plus la société a changé entre-temps. Mmh. Les Scandinaves sont devenus chrétiens, ils ne font plus d'expéditions de pillage à l'extérieur. Enfin, donc la société a complètement changé. Comment est-ce que les hommes du XIVe siècle comprenaient l'histoire de leurs ancêtres du IXe siècle ? C'est une bataille permanente que je pense vous-même historien vous faites, c'est-à-dire essayer à chaque fois de vous replacer dans un contexte et éviter justement faut faire du relativisme culturel, toujours essayer de se placer dans l'état d'esprit dans lequel pouvaient se trouver les gens de cette époque. Donc ouais, j'imagine que le défi était immense. Mais c'est passionnant en même temps, c'est intéressant de faire la part des choses, de critiquer au sens d'évaluer le degré de fiabilité de tel ou tel document, de tel ou tel récit. C'est ça le travail de l'historien, c'est vraiment évaluer la fiabilité historique des documents dont il dispose. Donc ça c'était la deuxième source, les Islandais qui écrivent, et la troisième? Eh ben, la troisième, c'est les rares textes, les rares sources qui ont été effectivement produites par des Scandinaves à l'époque viking. Alors là, il y en a quelques-unes. La principale, c'est évidemment tous les objets, tous les vestiges que l'archéologie permet de retrouver. Comme par exemple. Ça, évidemment, c'est énorme. Oui. Et c'est croissant. Il y a de plus en plus de données. Donc ça peut être des tombes, ça peut être des bâtiments, ça peut être des objets, ça peut être... Enfin voilà, il y a énormément des bateaux. Voilà, on a des choses depuis les fouilles, disons, se déroulent depuis le XVIIe siècle, mais il y a eu une montée en puissance au XXe et début du XXIe siècle. Il y a énormément de données qui ont émergé du sol, des archives du sol, d'une certaine manière. C'est ce qui va sortir. L'histoire matérielle, c'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire que le texte sont une source incroyable, évidemment, de connaissances, mais pour des peuples qui ont laissé assez peu de traces écrites, ce que vous allez retrouver d'inscrits sur des objets, c'est assez intéressant aussi parce que vous allez comprendre des façons de travailler, des façons de vivre, des choses parfois sont inscrites sur certains objets. Donc oui, les sources venant du sol aussi sont très intéressantes dans ce cas de figure-là, quoi. Et puis il y a deux types de textes que les Scandinaves de l'époque viking ont produits et dont certains nous sont parvenus. Ce sont des textes qui sont généralement assez courts. Il y a d'abord ce qu'on appelle les poèmes skaldiques. Ce sont des poèmes que les skalds, c'est-à-dire les poètes scandinaves, ont composés. C'est des poèmes qui ont été mémorisés oralement. Alors leur structure de rime, de rythme est tellement complexe que on voit mal comment on aurait pu mal les mémoriser. Oui. Et donc certains de ces poèmes, transmis par des manuscrits beaucoup plus tardifs, datent probablement du Xe, XIe siècle, donc de la fin de l'époque viking. Alors ce sont des poèmes souvent qui font l'éloge d'un roi, d'un guerrier, qui racontent une bataille. Ce sont souvent des sujets politiques ou militaires. Parfois un peu des sujets mythologiques, mais c'est plus rare. Et puis enfin, on a les stèles runiques. Donc ce sont des pierres dressées sur lesquelles on écrivait un texte, généralement court, dans un alphabet qu'on appelle les runes. C'est un alphabet qui sert à écrire les langues germaniques, et le vieux norrois est une langue germanique.
Et donc c'était des stèles qui étaient généralement érigées en l'honneur d'un personnage. Donc ce sont des stèles qui datent plutôt là aussi de la fin de l'époque viking, fin 10e, 11e siècle. Souvent elles sont disons liées, elles sont postérieures à la conversion des Vikings au christianisme, la plupart d'entre elles. En gros, le message qu'on voit écrit sur ces stèles, c'est voilà, en voilà une tout à fait typique. Alors là, le texte est un petit peu long par rapport à ce qu'on trouve habituellement, mais c'est à peu près ce genre de texte. Généralement, ce que ça raconte, c'est un tel a fait dresser cette pierre en l'honneur de machin, qui était un homme valeureux et généreux, que Dieu l'accueille au paradis, ou bien que la Vierge Marie le protège. Voilà. Oui, c'était assez classique finalement d'une stèle, voilà, une stèle d'un défunt, quoi. Ce ne sont pas des tombes. Ce sont des pierres qui étaient dressées dans des lieux visibles, publics, pour honorer la mémoire d'un individu. D'accord, je vois. Donc ça, c'est aussi l'une des sources que l'on trouve aujourd'hui et qu'on utilise de plus en plus sur ces stèles. Surtout en Suède. Elles sont surtout présentes en Suède. Ah, d'accord, intéressant. Donc c'est aussi ça. Donc ça, c'est ces sources qui nous permettent un petit peu d'étudier, et les gens posent la question dans le chat. Du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pour Ragnar Lodbrok, a-t-il existé? Ou a-t-il existé, on ne sait pas, est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dit autour de ça? Bon, alors, je vais faire une sorte de... je vais retourner en arrière. Oui. Hein. Je vais faire du rétrospectif. Je pars du texte qui raconte toute son histoire, la saga de Ragnar Lodbrok. Elle a été écrite en Islande au XIVe siècle. Oui. C'est le seul texte qui raconte complètement l'histoire de Ragnar Lodbrok et ses fils. Dans ce texte, on nous raconte qu'il y avait un roi, un grand guerrier qui est ensuite devenu roi, qui s'appelait Ragnar Lodbrok, Ragnar au brais velu, au pantalon poilu, quoi, en gros. Hein, c'est ce que ça veut dire. Bon. Ce personnage est censé avoir vécu au IXe siècle, donc 500 ans avant. Si on regarde les documents du IXe siècle, il n'y a pas de Ragnar. Il n'est pas présent. Aïe, 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 aïe. Il n'existe pas dans les textes du IXe siècle. Oh non, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de textes, il n'y a quasiment aucun texte scandinave du IXe siècle. J'en reviens toujours au même problème. C'est vrai, nuançons. Au IXe siècle, ils sont francs ou anglo-saxons, etc. Il y a un texte franc qui explique qu'un chef viking appelé Ragenarius a essayé de s'attaquer à l'abbaye de Saint-Germain, et que de retour au Danemark, Saint-Germain l'a puni, il est mort de façon atroce. Bon. Allez vite. Est-ce que c'est le même ou pas? Aucune idée de le savoir. D'accord. Donc, aucun texte du IXe siècle ne mentionne Ragnar Lodbrok tel qu'il est décrit dans la saga 500 ans après. Il y a ce texte-là qui nous parle d'un Ragenarius. Est-ce que c'est le même ou pas? On ne sait pas. Aucun texte du Xe siècle non plus. C'est seulement vers 1075 qu'un auteur allemand, Adam de Brême, nous parle de ce roi Ragnar qui aurait été un roi important environ 200 ans avant lui. D'accord. 200 ans avant son époque. Et il nous dit, il y a 5 lignes. Waouh. C'est pas énorme, effectivement. 5 lignes sur ce personnage, dont les fils ont ensuite conquis de nombreux territoires. J'imagine les scénaristes, bon, on a 5 lignes, les gars, va falloir réussir à broder, c'est pas grand-chose. Mais les scénaristes se sont surtout inspirés de la saga du XIVe siècle. Oui, j'imagine. Et puis donc, 11e siècle, il y a ce personnage, un roi Ragnar, dont les fils ont fait de nombreuses conquêtes. Donc là, c'est le même. C'est sûr que c'est le même que celui de la saga, mais il n'y a que 5 lignes à son sujet. Et puis il y a quelques textes au 12e, 13e qui rajoutent des petits détails avant que la saga au XIVe siècle nous offre le récit complet. Voilà.
Donc, a-t-il existé ou non? Les sources ne permettent pas de répondre à la question. Compliqué donc C'est de bien savoir. ça le problème. Ouais, c'est ça, c'est que les sources, on les découvre. Peut-être qu'un jour on aura des sources suffisantes, mais en tout cas, les sources contemporaines, déjà, le mentionnent pas du tout, en tout cas extrêmement peu. Et le seul qui est nommé n'est même pas sûr que ce soit lui. Donc, Voilà. écoutez, vous avez. Alors, le chat est évidemment désespéré par cette information. Ragnarius, ça Oui. peut être un nom, c'est Oui, assez banal tout finalement. à fait. Alors le chat est évidemment dévasté par cette information, mais ils étaient lucides, ils savaient que ils s'en doutaient un petit peu, Mais non, c'est Ragnar du coup qui du coup est un personnage qui pour ça illustre aussi beaucoup je trouve les évolutions de ces dernières années autour des Vikings, et on va y revenir justement hein, sur l'évolution, ou en tout cas sur la vision aujourd'hui que l'on a des Vikings. Il y a quelques questions qui venaient dans le chat et qui étaient selon moi intéressantes. Y a-t-il une proximité, avant l'évangélisation des Germains, y a-t-il une proximité des peuples, entre les peuples germains d'Europe centrale et les Scandinaves? Alors, une proximité linguistique, oui, les langues se ressemblent. Par exemple, on estime aujourd'hui que les Scandinaves, les Vikings scandinaves, quand ils débarquent en Angleterre à la fin du 8e, début du 9e siècle, ils sont capables, en parlant lentement, de comprendre les anglo-saxons et vice-versa. Un peu comme un Italien, un Espagnol qui se rencontrent aujourd'hui, bon, en parlant très lentement chacun leur langue, c'est pas impossible de se comprendre. On a des similarités. Ce sont des langues qui sont suffisamment proches pour que on puisse avoir une compréhension minimale. Donc déjà, oui, sur le plan linguistique, il y a des ressemblances. Il y a des divinités qui étaient les mêmes. Par exemple, je parlais du dieu Thor. Ah. Allô. Allô. Ah, on a perdu notre... Allô, est-ce que vous m'entendez, Alban? Ah, on a perdu notre... Allô. Aïe, il a mal parlé du dieu Thor. Il y a le lobbyisme de Ragnar Lodbrok qui a frappé. Aïe, des gens... Oui, allô. C'est bon, on vous a de nouveau. Il y a eu un problème de... Oui, de réseau. Mais c'est bon, on vous a récupéré, tout va bien. On a cru que c'était les fans de Ragnar Lodbrok qui vous avaient coupé votre connexion, mais je crois que c'est bon, c'est revenu. Ça a coupé. Ça a coupé au moment où vous disiez qu'il y avait des dieux communs comme par exemple Thor. Voilà. Thor. Alors Thor, par exemple, on voit que il est l'équivalent du dieu anglo-saxon Thunor, et on le voit aujourd'hui en anglais. Le nom du jour de la semaine, Thursday. Thursday, littéralement, ça veut dire le jour de Thor. Wednesday, Woden's Day, c'est le jour de Odin. D'accord, c'est... Mais non. Friday, c'est le jour de la déesse Frigg ou de la déesse Freya. Parce qu'en fait, nos jours de la semaine, mercredi, c'est le jour de Mercure. Ah oui. Mercredi, c'est le jour de Mercure. Oui. Jeudi, c'est le jour de Jovis en latin, Jupiter. Oui, ok. Vendredi, c'est le jour de Vénus. C'est les noms des divinités, mais c'est aussi les noms des planètes. Hein. Oui. Nous, on dit samedi, mais en latin, on pouvait dire aussi jour de Saturne, Saturday. Oui. Quand les anglo-saxons se sont convertis au christianisme, ils ont importé les noms des jours de la semaine. Ils se sont dit, on va pas prendre des noms de dieux romains, ça n'a aucun sens pour nous. Bien sûr. Donc, ils ont pris les noms des dieux de leurs ancêtres. Et donc, ils ont traduit Mercure par Odin. Ils ont traduit Jupiter par Thor, c'est le dieu de la foudre dans les deux cas. Et ils ont traduit Vénus par Frigg, Freya, une déesse particulièrement importante de leur panthéon. Donc en fait, les anglo-saxons avaient des dieux qui étaient très proches, du moins certains de leurs dieux étaient quasiment les mêmes dieux que ceux des Scandinaves. Donc il y a une vraie proximité. Ils ont aussi eu le même dieu puisqu'ils ont eu pour dieu commun le dieu chrétien.
Oui, ensuite, par la suite. Mais c'est vrai, donc il y a une vraie proximité culturelle qui existait donc, entre ces peuples. Là, je peux vous dire que tout le chat sur ces révélations est complètement choqué. Ils sont en mode quoi? Mais voilà, on en apprend, hein, on apprend énormément. C'est super intéressant et sur des terrains qu'on n'attendait pas du tout. C'est vraiment super, super chouette. Donc oui, donc il y avait une proximité. Il y a aussi des gens qui posent la question, et à juste titre, le rôle des femmes dans la société scandinave. Alors, peut-être dans le foyer, mais aussi est-ce qu'elle prenait part aux raids, par exemple? Est-ce qu'elle prenait part à la guerre? C'est deux questions qui sont liées. D'abord, il faut bien comprendre que la société scandinave ancienne, comme toutes les sociétés médiévales, c'est une société qui est quand même profondément patriarcale. Soyons clairs là-dessus, d'accord. Voilà, c'est pas une société d'égalité entre les hommes et les femmes, pas du tout. Cela dit, dans le monde scandinave, on a l'impression que les femmes libres, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'esclaves, hommes et femmes, et c'est pas une situation enviable, les femmes libres disposent d'un certain nombre disons, de capacités d'action qui ne sont pas nécessairement celles des femmes libres du monde franc, par exemple. D'accord. Mais bon, là encore, c'est assez variable, parce que par exemple, l'abbesse d'un grand monastère dans le monde franc, c'est une femme d'une grande puissance et qui a une grande capacité d'action et d'influencer la politique. Enfin, vous voyez, c'est assez variable. Bon. Mais par exemple, en matière d'héritage, on voit que le droit de l'héritage n'est pas aussi défavorable aux femmes dans le monde scandinave qu'il peut l'être dans le monde franc à la même époque. D'accord. Voilà. Alors ensuite, la question des guerrières vikings, ça c'est une très grande question. Oui, parce qu'en fait, à mon avis, elle est très difficile à trancher. Là encore, il faut reprendre les sources. Les trois types de sources. Oui. Les sources de l'époque extérieures au monde viking ne parlent pratiquement jamais de femmes guerrières. Il y a une source byzantine, donc écrite à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, au Xe siècle, qui explique qu'après un raid où des Vikings, des Scandinaves ont été battus, on a retrouvé sur la plage des cadavres d'hommes et de femmes. Voilà. Ça ne nous dit pas que ces femmes s'étaient battues, mais en tout cas, dans le combat, il y a des femmes qui sont mortes. D'accord. C'est le seul et unique texte de l'époque viking qui mentionne des guerrières, enfin, possiblement des guerrières. Deuxième type de source, les sources beaucoup plus tardives, scandinaves, écrites en Islande. Alors là, on a quelques cas de femmes guerrières. On a aussi un texte du XIIIe siècle au Danemark, l'œuvre d'un auteur qui s'appelle Saxo Grammaticus, en 1200, qui parle lui aussi de femmes guerrières. Mais en fait, quand on regarde ces textes, on se rend compte que plusieurs de ces textes, en fait, ont utilisé des textes antiques qui parlent des Amazones. Ah oui, donc là, le mythe des Amazones. Oui, c'est un mythe qui va être repris au 19e aussi encore, il me semble. Les Amazones vont être un sujet, les Valkyries, du coup, aussi repris dans les opéras de Wagner et ce genre de choses. Oui. Bon, puis alors, bon, il y a les Valkyries. Alors, les Valkyries, c'est encore autre chose. Les Valkyries sont des divinités qui viennent chercher les âmes des guerriers tombés au combat. Donc elles sont vêtues d'une armure, elles portent des armes, mais ce ne sont pas des divinités qui se battent elles-mêmes. Hein, ce ne sont pas des combattantes. Et puis là encore, la description des Valkyries, elle est assez tardive. Elle est dans le texte islandais du XIIIe siècle. Donc là encore, si on regarde les textes tardifs, il y a quelques exemples, mais ils ne prouvent pas grand-chose, ces exemples-là. Et puis enfin, il y a l'archéologie.
Donc là, l'archéologie, on a retrouvé quelques rares tombes, Mhm. dont une tombe à Birka en Suède qui a fait beaucoup de bruit récemment, dont on a beaucoup parlé il y a à peu près 6 mois. Il y a plusieurs articles qui sont parus dans la presse. Oui, Quelques tombes de personnages. Donc Birka, on est en Suède, on est juste à côté de la ville de Stockholm aujourd'hui. d'accord. C'était un important centre, disons, de commerce et oui, de commerce, mais aussi, semble-t-il, un centre politique. Oui, Et là, on a retrouvé une tombe qui, comment dire, l'individu qui avait été enterré dans cette tombe avait été enterré, voilà, la fameuse guerrière de Birka. Moi, mhm. j'aime pas trop l'appeler la guerrière parce que Mais je j'ai vais l'impression essayer que de vous tous les montrer médias parlent pourquoi. de guerrière tout de suite. C'est-à-dire, il n'y a pas Mais de. oui, évidemment, mais les Mhm. médias ont envie que ce soit une guerrière. Oui, oui. Mais on a retrouvé donc une tombe avec un individu qui était enterré avec, alors vraiment toute la panoplie guerrière, hein, Mhm. lance, bouclier, épée, casque, enfin il y a tout vraiment un personnage enseveli, Oui, habillé comme un grand guerrier, voilà, ou comme un personnage très puissant lié à des fonctions guerrières, voilà. d'accord. Et puis un cheval aussi, si je me souviens bien, dans la tombe. Enfin, Mhm. vraiment la totale. Et des analyses ADN ont montré que cet individu était une femme. D'accord. Une femme d'âge moyen, si je me souviens bien, une quarantaine d'années au moment de sa Mhm. mort, qui a donc été enterrée, habillée comme un grand chef militaire. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ça veut dire que c'est une guerrière ? Oui. Parce que pour que ce soit une guerrière, il faut que ce soit quelqu'un qui se soit battu dans Mhm. sa vie. Là, ce qu'on a dans la tombe, c'est, je dirais, le message que les gens qui l'ont enterré ont voulu faire passer. Mhm. Et en fait, ça ne nous dit pas grand-chose sur sa vie. Ça ne nous donne pas de preuves sur ce qu'elle a vécu réellement, cette femme. Oui, oui. Je- On a des tombes avec des armes assez nombreuses, des tombes d'enfants de 4 ans. Oui. Et on va dire que c'est des grands guerriers. Oui. Non, ils sont peut-être un petit peu jeunes. Après, les Vikings aimaient bien la guerre, peut-être, mais, mais c'est Oui, vrai que voilà. 4 ans. Et en fait, une C'est- belle panoplie militaire comme Oui. ça, c'est pas seulement le signe de l'activité que la personne a eue pendant sa vie, Oui. c'est le signe de la puissance de sa famille, Mhm. de son clan, c'est le signe du statut social du personnage. Je vois. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que cette femme appartenait à un clan puissant. Déjà, c'est déjà ça. Donc, Voilà, elle avait peut-être une importance dans ce clan qui justifie le fait qu'elle ait eu beaucoup de c'est choses tout dans à sa fait tombe. possible. D'accord. Peut-être qu'elle a été un chef de guerre, Mhm. une chef de guerre, Oui, oui. peut-être, mais peut-être pas. En fait, la tombe ne nous permet pas d'apporter une conclusion certaine. Voyez ? Très bien. Très bien. C'est intéressant. Donc, encore une fois, et vous le disiez tout à l'heure, on découvre des choses et justement des sources qui viennent de la Terre qui nous apportent des informations supplémentaires ces dernières années. Et il faut, même si j'imagine il y a beaucoup d'émoi quand on fait ce genre de découverte, il faut quand même réussir à prendre un petit peu les choses avec des pincettes. Et c'est vrai que là, quand j'ai un petit peu tapé tombe Birka, j'avais la guerrière viking, là voilà, donc tout le monde s'était emballé, tout le monde s'est emballé pour tout de suite parler de ça, mais voilà, il faut prendre quand même le temps de Et voir si on en trouve d'autres aussi. en l'occurrence, c'est intéressant cette tombe parce qu'elle a été découverte au 19e siècle. Oui, C'est une tombe qui avait été découverte au 19e siècle. Les fouilleurs avaient fouillé cette tombe, avaient vu ce personnage avec toutes ses armes et oui. ils l'avaient appelé le guerrier de Birka. Non, bah, Évidemment. bien sûr, évidemment. Évidemment, ils ne s'étaient même pas posé la question de savoir si c'était un homme ou une femme. Oui. Et puis ensuite, on avait mis les ossements dans une boîte, Mhm. bien étiquetés, bien rangés sur une étagère. Oui. Et tout récemment, donc, des collègues d'une université suédoise Mhm. ont repris les ossements en question, les ont analysés, ont fait une analyse ADN, et là, oh, c'est une femme.
Les gars, faut ramener tout ce que vous aviez écrit dessus, faut changer là. Il va falloir, faut se mettre Donc ça d'accord. nous oblige aussi. C'est Oui. pas seulement les nouvelles découvertes comment dire, des fouilles récentes. Oui. C'est aussi regarder les fouilles anciennes, et essayer de mieux les comprendre, de mieux les interpréter, et comment dire, d'affiner nos connaissances Oui. sur ces données qu'on a parfois depuis plusieurs décennies. Bien sûr. Alors il y a plein de gens qui viennent de nous rejoindre actuellement sur le live, donc bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce live histoire. Donc nous sommes avec Alban Gauthier, qui est professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen, auteur de nombreux livres et ouvrages sur eh bien l'Angleterre l'Angleterre du Moyen Âge, mais aussi sur les Vikings. Et on parle des Vikings aujourd'hui et de leur notre perception aujourd'hui, les Vikings dans l'histoire finalement, et la perception qui a évolué au fur et à mesure. On apprend énormément de choses, comme sur les jours de la semaine. Revenez en arrière juste avant. Moi j'ai d'autres questions encore, donc on parle justement des femmes vikings, mais il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup chez les Vikings, c'est la violence. La violence des Vikings qui était exacerbée. On parle de pilleurs, alors vous l'avez dit que ça existe, mais c'est à quel point? Est-ce qu'ils étaient plus violents que la société médiévale générale? Est-ce qu'ils étaient vraiment... Est-ce qu'ils mettaient ça sur un piédestal? C'est vrai qu'ils ont beaucoup de divinités liées à la guerre, avec Tyr, avec Odin, avec Thor. Est-ce que c'était vraiment un peuple particulièrement violent, ces Vikings? Alors, les Scandinaves n'étaient pas plus violents que les autres peuples de l'époque. Voilà. Non, vous ne pouvez pas, non. Ils sont violents. D'accord. Les Scandinaves n'étaient pas plus violents que les autres peuples de l'époque. Ça, c'est certain. Leur divinité pouvait être guerrière, mais comme je vous le disais, Jésus-Christ ou Saint-Michel, ou Saint-Georges qui tue le dragon, c'est vrai. Ce sont aussi des figures guerrières qui sont considérées comme très importantes dans le christianisme de l'époque, et qui mènent aussi les armées chrétiennes à la victoire. Donc, de ce côté-là, pas tant de différence que ça. Très bien. Les Vikings, eux, étaient plus violents que les autres. Pas les Scandinaves en général, mais les Vikings étaient plus violents. Parce que leur activité, bah, c'était précisément de faire des raids de pillage. Tout à fait. Donc quand votre activité, c'est piller et massacrer, bah, évidemment, vous êtes plus violent que les autres. C'est vrai que voilà, si c'est mon job, effectivement, peut-être que je ferai un excès de colère. Ça pourrait m'arriver, oui. Donc, alors... Comme les pirates, finalement. Comme les pirates que l'on connaît... Comme les pirates des Caraïbes. Hein, bien sûr. Voilà. C'est pour ça, moi, j'aime pas mettre de majuscule à Viking, d'ailleurs. Hein. Pour moi, c'est un nom commun. Les Vikings, c'est les gens qui exercent l'activité de Viking. C'est leur métier, entre guillemets. Ils ont un contrat de travail, une fiche de paye à la fin du mois, c'est leur boulot. Pas nécessairement une fiche de paye, mais ils peuvent avoir un contrat. Ah oui. Ils peuvent avoir un contrat, effectivement, en prêtant serment à un chef qui en échange les récompenses, leur donne tel pourcentage du butin. Enfin, alors c'est un contrat qui n'est pas écrit, hein, qui est oral. Bien sûr. Hein, on est dans des sociétés où l'écrit est très rare. Mais oui, ça peut être une forme de contrat. Hein. Bien sûr. Alors, comme exemple de mise à sac très violente, on parle souvent de... Alors, en France, pour nous, on parle de Nantes aussi, le sac de la ville de Nantes en 843, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible, j'ai plus la date. Je vais vous la retrouver, je l'avais noté dans la frise chronologique, qui, pour le coup, est un exemple d'une ville qui a été pillée, mise à sac, vraiment par les Vikings. Oui, alors il y a beaucoup d'exemples, hein, bien sûr. Une bande de Vikings, une flotte viking qui arrive près d'une ville riche et mal défendue, cherche à trouver l'occasion favorable pour attaquer la ville. Donc, en l'occurrence, Nantes a été attaquée. Alors, je ne sais plus quelle est la. Refaites voir la date. 843, effectivement. 843. Oui. Je ne sais plus quel jour c'était dans l'année, mais en tout cas, c'était une fête religieuse. Hein. Je me demande si c'était pas à l'occasion de la Saint-Jean. En tout cas, lors d'une fête religieuse, c'est-à-dire tout le monde était à l'église ce jour-là. On a mis ses plus beaux habits, on a sorti les bijoux des coffres. Enfin voilà, c'est le meilleur moment pour attaquer. Personne ne fait vraiment attention ce jour-là. Et ça veut dire aussi qu'ils avaient une grande connaissance du calendrier. Ça veut dire qu'ils avaient une grande connaissance du calendrier des gens qu'ils pillaient, parce que c'est peut-être par hasard qu'ils arrivent ce jour-là, justement. Ah non, c'est pas un hasard du tout. Non, non, ils sont parfaitement au courant. Ah oui. Oui, oui.
Ouais, c'est pas des idiots, hein. Ah oui, carrément. Ah, bah, je vois ça. Ils sont tout à fait capables de se renseigner sur les régions qu'ils veulent attaquer. Oui. Au début de la série Vikings, par exemple, le personnage principal, Ragnar, dit oh, cette terre mystérieuse à l'ouest, il y aurait quelque chose à l'ouest. C'est absolument n'importe quoi. Ça faisait des décennies et des décennies qu'ils faisaient du commerce avec l'Angleterre. Ils savaient parfaitement qui étaient les Anglo-Saxons, quelle était leur civilisation, leur religion, leur calendrier, leur langue, etc. Ils les connaissaient très bien, et ils connaissaient donc leurs points faibles. Oui, ils savaient où il fallait appuyer pour que ça fasse mal, quoi. Complètement. Donc ensuite, cette violence, elle débouche donc en particulier sur des massacres, pas nécessairement des massacres gratuits, ça peut être des massacres pour faire peur aux populations et pour les forcer à payer un tribut. Oui, c'est bon, j'ai l'impression que ça avait... Non, vous inquiétez pas, c'est moi qui refresh parce qu'il y a un petit décalage de temps en temps, vous en faites pas, tout va bien. Donc payer un tribut pour que les Vikings s'en aillent. Oui. Ça peut être aussi, donc ça c'est quand même la principale activité commerciale des Vikings, c'est enlever des gens pour les vendre comme esclaves sur des marchés d'esclaves. Oui. Et bon, par exemple, faire un raid en Bretagne et aller vendre les gens sur un marché aux Pays-Bas actuels. Voilà. Est-ce qu'il y avait un système de rançon aussi? Parce que... Oui, aussi. Oui. Parce que, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe vraiment dans le Moyen-Âge, hein, qui est fait, même dans le Moyen-Âge chrétien, on rançonne des seigneurs qu'on arrive à capturer, et c'est un moyen incroyable de se faire beaucoup d'argent. C'était le cas aussi chez nos amis vikings? Oui, bien sûr. Le cousin du roi Charles le Chauve, donc dans les années 850 ou 860, je crois que c'est en 858 si je me souviens bien, qui était Louis, abbé de Saint-Denis, qui était le cousin du roi Charles le Chauve, a été enlevé par des Vikings et il a été revendu contre une rançon absolument mirobolante. Mais ils peuvent aussi d'ailleurs parfois enlever des gens et les rendre contre des rançons beaucoup plus modestes. Il y a un exemple que j'aime bien citer qui se situe au Portugal. Au début du XIe siècle, oui, ils sont allés jusque là-bas, jusqu'au sud de l'Espagne même, même eu une expédition en Méditerranée. Oui. Donc là, on est au Portugal, vers 1016, si je me souviens bien. Ils ont enlevé la femme et la fille d'un paysan riche. Oui. Ils les ont rendus au bout de quelques jours contre... alors c'est une vache, trois pièces d'étoffe. Il n'y a pas une épée aussi, je crois. Voilà, quelques objets. Et le paysan qui n'avait pas assez... qui n'était pas assez riche, c'est un paysan important, mais il n'était pas assez riche pour payer toute la rançon. Il a dû emprunter auprès du monastère voisin. Les moines lui ont prêté de quoi payer la rançon de sa femme et de sa fille. 20 ans plus tard, comme il était endetté, il a dû vendre ses terres au monastère. Aïe, 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 aïe. Et grâce à ça, on a gardé un document. Une preuve. C'est grâce à ça qu'on le sait. Cette histoire, on ne la connaît que parce que 20 ans plus tard, il a vendu ses terres au monastère. On va merci à lui, mais bon, c'est vrai que du coup... Voilà. Mais vous voyez, ce genre de petites histoires montrent que ils étaient parfaitement capables de négocier avec les populations locales. Ils pouvaient user de violence quand il y en avait besoin, et de négociation, et de... Voilà. C'est pas des gens qui sont... C'est pas des bêtes brutes. Oui. C'est pas des sauvages incapables de réfléchir. Ah non, c'est des gens qui connaissaient les gens qu'ils allaient piller, la preuve avec Nantes, qui savaient quelle était la valeur marchande des gens qu'ils allaient kidnapper. Mais est-ce que c'était aussi des combattants hors pair? Parce que c'est une question qui se pose souvent, ce qui se dit souvent, est-ce que les Vikings étaient des meilleurs combattants que ce qui existait chez les Saxons ou chez les Francs? Je suis pas sûr qu'ils étaient des meilleurs combattants. Ils n'étaient pas mieux armés. Par exemple, les Francs étaient réputés pour avoir de meilleures armes, hein, les épées franques en particulier étaient très réputées. Disons que leur tactique était, en particulier dans les premiers temps, dans les premiers raids, était très déstabilisante pour les Francs ou les Anglo-Saxons. C'était des tactiques déstabilisantes parce qu'ils s'attaquaient à des cibles, par exemple les monastères,
qui normalement n'étaient pas des cibles. Oui. Donc ils attaquaient là où on les attendait pas. Mais je pense pas qu'on puisse dire que c'était de bien meilleurs guerriers. Oui. Non, pas particulièrement. Mhm. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne se battent pas. C'est vrai. Il y a du commerce aussi, beaucoup. Alors, oui. Et puis quand ils peuvent piller sans se battre, ils préfèrent. Hein. C'est pour ça qu'ils attaquent des abbayes aussi, Quand peut-être. l'armée adverse arrive, Oui. la tactique la plus fréquente, c'est la fuite. Super. Des couards en plus. Non, pas nécessairement. Des gens intelligents. C'est vrai. Qui savent que l'armée franque qui arrive avec 2000 hommes lourdement armés, ils feront pas le poids. Ah oui. Ah oui, ils savent qu'ils sont moins, parce que sur un bateau, on peut pas embarquer à je ne sais combien. Donc, ils sont moins nombreux, moins bien armés. Bah, on s'en va. Ah oui, c'est tout. On va pas faire les fiers guerriers qui vont aller jusqu'au... On n'est pas des Spartiates, hein, on va pas aller jusqu'au... On n'est pas des fous. Le but, c'est pas d'aller au Valhalla. Hein. Ah non, c'est pas vrai. Le Valhalla, c'est pas l'objectif final. Ah non, c'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est de rentrer riche au pays. Et le Valhalla, on verra plus tard. Vivant, de préférence. Vivant, ce serait mieux. Alors, si on est obligé de mourir, autant aller au banquet éternel auprès du dieu Odin, bien sûr, c'est mieux. Mais il vaut mieux rester vivant. Oui, quand même. Soyons riches de notre vivant quand même. On verra pour Odin, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Mais non, c'est vrai que je parlais de cette violence-là parce que aussi, vous le disiez très bien dans une conférence que j'ai écoutée, c'était que eux aussi étaient parfois victimes de cette violence. C'est-à-dire qu'on a des traces de charniers où eux aussi ont été des victimes de la barbarie, on pourrait appeler, de certains seigneurs francs qui n'ont pas hésité à les brûler vifs dans des charniers, quoi. Alors, les rois brûlés, je n'ai pas d'exemple dont je me souvienne, mais en tout cas, les rois anglo-saxons, les rois francs, les empereurs byzantins, c'est pas des tendres non plus. Hein. Donc, par exemple, on sait qu'en 1002, le jour de la Saint-Brice, c'est, si je me souviens bien, le 13 novembre. Le roi d'Angleterre, le roi des Anglais, Ethelred II, a ordonné le massacre de tous les Danois du royaume. Ah oui. Bon, ça n'a pas eu lieu, hein, parce que les États médiévaux n'ont fort heureusement pas les capacités d'action des États du XXe et du XXIe siècle. Donc faire un génocide, c'est pas possible pour un État médiéval. Ils n'en ont pas les moyens techniques. Voilà. Mais il y a eu quand même des massacres, et on sait par exemple, par les textes, mais aussi par des fouilles, alors c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion quand vous parliez de brûler, on sait que des Scandinaves à Oxford se sont réfugiés dans une église, l'église Sainte-Fride-Suide, et que la population de la ville a mis le feu à l'église. Ah oui. Donc ils ont brûlé. D'accord. Très bien, je vois. Donc oui, il y a des exemples. Et on a retrouvé au moins 2 charniers en Angleterre. On a retrouvé au moins 2 charniers. En particulier, il y en a un sur ce qu'on appelle le Dorset Ridgeway, donc sur la côte sud de l'Angleterre, dans le Dorset, où il y avait alors plusieurs dizaines, je ne sais plus le chiffre exact, mais plusieurs dizaines d'hommes âgés de 15 à 30 ans en moyenne, qui avaient presque tous été décapités. Ah oui. Donc c'est sans doute une bande de vikings qui avaient débarqué en Angleterre dans l'espoir de faire un petit raid de pillage. Et puis ils se sont fait coincer par l'armée royale. Voilà, Dorset Ridgeway. Ils se sont fait coincer par l'armée royale et ils ont été exécutés. Wow. Revenez un peu en arrière si vous avez la possibilité sur le film. Vous voyez les têtes à part des ossements? Je me suis fait la remarque dans ma tête tout seul, mais je me suis dit que vous alliez effectivement le remarquer. Voilà. Oui. C'est un bel exemple. Ils avaient tous été décapités. Il y a plusieurs dizaines d'hommes qui étaient concernés. Et alors, de manière très intéressante, on a fait des analyses, ce qu'on appelle des analyses isotopiques sur les mailles de leurs dents. Les analyses isotopiques, c'est des analyses chimiques de l'émail des dents qui permettent de déterminer la région où un individu a grandi, en fait, à partir du type d'eau qu'il a pu boire dans son enfance, au moment où l'émail de ses dents s'est formé.
Et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas tous grandi en Scandinavie. Il y avait un nombre assez significatif d'entre eux qui avaient grandi au sud de la mer Baltique, c'est-à-dire dans des régions qui sont aujourd'hui la Pologne, l'Est de l'Allemagne, etc. Et donc c'était une bande de Vikings, mais ils étaient peut-être pas tous scandinaves. Ah oui, donc... Ils avaient peut-être recruté oui. des Polonais pour faire leur petite expédition. Et oui, il y a du monde qui pouvait participer à ces expéditions, c'est vraiment intéressant. Et justement, vous faisiez aussi une allusion très intéressante, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans la série Vikings, qui est le fameux aigle de sang. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, c'est un supplice qu'auraient fait les Vikings, qui consiste à transpercer la cage thoracique par le dos, et à extirper les poumons par l'arrière, et du coup de faire une sorte d'aile qui crée cette impression d'aile qu'on appelle l'aigle de sang. Alors est-ce que c'était vrai? Parce que c'est vraiment un procédé pour le coup qui est qui fait froid dans le dos. Bon, alors premièrement, aucune trace archéologique de cette pratique. D'accord, très bien. Aucune. Voilà. Première chose. Deuxièmement, cette pratique, elle est décrite précisément dans la saga de Ragnar Lodbrok au XIVe siècle. À une époque où on raconte des aventures totalement rocambolesques. Oui, c'est ça. Je mets une illustration complètement non contractuelle, mais c'est pour que les gens aient une idée de quoi ça ressemblait. Voilà. Ah, c'est monstrueux. Oui, complètement. Voilà, cette description, elle existe dans cette saga du XIVe siècle. Alors, ensuite, est-ce que c'est un supplice qui a effectivement existé? Probablement non. L'hypothèse la plus probable, c'est que l'auteur du XIVe siècle, c'est un auteur anonyme, on ne connaît pas son nom, l'auteur islandais du XIVe siècle, a mal compris un vieux poème, qui lui, un poème skaldique, donc un texte qui datait vraiment de l'époque viking. D'accord. Un poème dans lequel... Alors les poèmes skaldiques sont des textes extrêmement complexes, dans une langue très archaïque, avec les mots sont pas du tout dans l'ordre ordinaire, il y a un rythme, il y a des rimes internes, enfin c'est des textes d'une immense complexité. Et donc, c'est pas étonnant qu'un auteur du XIVe siècle comprenne mal un texte qui date du 9e ou 10e siècle. D'accord. C'est pas étonnant. C'est comme si nous, on lisait un poème qui date je sais pas moi, de l'époque de Chrétien de Troyes, un passage particulièrement difficile de Chrétien de Troyes, avec des mots un peu compliqués, et qu'on le comprenne de travers. Et on trébuche sur la traduction. Ce poème du plus ancien, on l'a conservé. En fait, ce que dit ce poème plus ancien, c'est que Ivar, le fils de Ragnar, qui est un personnage aussi de la série, Ivar a capturé le roi Aelle, le roi anglo-saxon Aelle, et il a fait en sorte que l'aigle lui déchire le dos, que l'aigle lui arrache le dos. C'est une image qui est très courante dans la poésie scandinave. La poésie scandinave décrit souvent, la poésie skaldique décrit souvent des batailles. C'est souvent des poèmes qui racontent une bataille et qui exaltent les personnages qui se sont battus. Tout à fait. Donc, une image qui est très fréquente, c'est que quelqu'un donne à manger aux corbeaux, donne à manger... Ah oui, d'accord. Donne à manger aux aigles. Ça veut dire tuer beaucoup d'ennemis. Et puis après, les vautours qui viennent se repaître. Les abandonner sur le champ de bataille pour que les bêtes de carnage, ce qu'on appelle les bêtes de carnage, les charognards, les dévorent. Et donc le poème dit, quand on arrive à interpréter ce passage précis de ce poème, c'est un poème qui fait une dizaine de lignes, c'est pas un poème très long. Le poème dit « Ivar a fait en sorte que l'aigle découpe dans le dos d'Aelle ». Le roi, donc. L'auteur du XIVe siècle, il a compris ce passage de travers et il a lu « Ivar a découpé un aigle dans le dos d'Aelle ». Et alors là, il est parti en... Et là, de ce point de départ,
les Et à partir fantasmes. de ces deux lignes-là, eh ben, il a fait un récit qui fait un chapitre entier et qui décrit la torture en question. Tout à fait, tout à fait. Mais l'origine probable de cette célèbre torture, c'est un auteur du XIVe siècle qui a compris de travers un texte du Xe. Il faut qu'ils fassent un effort, les gars, parce que nous, on se retrouve le bec dans l'eau des années plus tard et on comprend pas de quoi on nous parle. Je comprends mieux. Donc là, c'est un petit peu cette parenthèse sur la compréhension de la violence, et c'est vrai que ça a participé à cette image qu'on peut avoir, nous, des Vikings très violents, barbares, mais qui sont pas plus violents. Enfin, les Vikings sont violents comme pouvaient l'être les pirates à une certaine époque, mais les Scandinaves ne sont pas plus violents, eux, que bien les autres peuples de cette période. Pour revenir, il est déjà 22 h quasiment, le temps passe si vite que c'est incroyable. On apprend beaucoup, mais on va continuer à arriver vers la fin de cette émission quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question et il faut qu'on en parle absolument ensemble. Est-ce que les Vikings ont découvert l'Amérique? Il faut que vous nous disiez. Est-ce qu'ils ont découvert des années avant? Est-ce qu'ils ont... Alors, l'Amérique peut-être pas, je pense pas qu'ils soient arrivés en mode c'est un nouveau continent, mais ont-ils été en tout cas sur cette terre, sur cette nouvelle terre? Alors des Scandinaves, oui, ont foulé le continent américain aux environs de l'an 1000. On le sait grâce à deux sources principales. D'accord. On a d'abord des textes islandais du XIIIe siècle, donc relativement tardifs, qui décrivent des expéditions menées... Parce qu'en fait, les Norvégiens qui s'étaient installés en Islande ont ensuite colonisé des terres au Groenland. Très bien. Et on a des textes islandais qui nous expliquent comment des Groenlandais ont continué, ont navigué vers le sud, et en naviguant vers le sud, sont arrivés jusqu'à un pays qui s'appelle le Vinland. Donc Vinland, littéralement le pays du vin ou le pays de la vigne. D'accord. Et que dans ce pays, ils se sont installés pendant quelques années. Ils ont hiverné sur place. Et là, ils ont dû affronter des populations que ces textes appellent les Skraeling, ce qui veut dire en gros les sauvages, les barbares. Donc des peuples autochtones, très certains. Ben, le terme Skraeling qui est utilisé dans ces textes est très péjoratif. Ah, voilà. D'accord. C'est pour ça que je dis les sauvages, les barbares, parce que c'est le sens, la connotation de ce mot. Alors, ça c'est des textes du XIIIe siècle. Pendant longtemps, il y a eu deux écoles. Il y a des gens qui se sont dit c'est la preuve qu'ils sont allés de l'autre côté. Oui. Et d'autres qui ont dit ce sont des délires des auteurs du XIIIe siècle qui ont inventé ça. Sauf que dans les années 1960, il y a des fouilles qui ont eu lieu à Terre-Neuve. Oui. Donc aujourd'hui au Canada, c'est une île au large du Canada, une très grande île au large du Canada. Des fouilles qui ont eu lieu à Terre-Neuve, à l'extrémité nord de Terre-Neuve, sur un site que l'on appelle Lanso Meadows. On a retrouvé les fondations de bâtiments qui ressemblent vraiment, exactement, aux bâtiments scandinaves d'Islande. Ah oui, exactement les mêmes. Oui, ce sont des... Donc Terre-Neuve, là, effectivement, c'est cette île située au large du Canada, au sud du Groenland. Donc, depuis l'Islande jusqu'au Groenland, du Groenland jusqu'au Labrador, qui est en face, sur le continent américain, et en longeant la côte du Labrador jusqu'à Terre-Neuve. Et à l'extrémité nord de Terre-Neuve, eh bien, ce site de Lanso Meadows, où on trouve les fondations de 3 bâtiments, si je me souviens bien, qui sont exactement comparables aux bâtiments islandais, et avec des objets aussi à l'intérieur, qui sont le type d'objets que l'on trouve en Islande à la même époque. Donc la datation ensuite a été faite, on est aux environs de l'an 1000. C'est probablement un lieu où des Scandinaves implantés au Groenland s'installaient pour passer l'hiver avant de remonter vers le nord en été
Oui. jusqu'au Groenland. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient chercher par là-bas? Probablement, ils allaient chercher du bois. Ah oui. Parce que pour leur bateau, ils avaient besoin de bois. Et une fois au Groenland, pour aller chercher du bois, finalement, c'est plus... Parce qu'il n'y a pratiquement pas de forêt au Groenland. Oui. Et donc, pour aller chercher du bois, ils ont dû se dire, la Norvège est loin. Faut descendre. Donc, essayons d'aller voir si vers le sud, il n'y a pas une terre Oui. où on pourrait trouver des forêts. Et ils sont tombés sur le Labrador, les côtes du Labrador, qui sont effectivement des côtes où il y a beaucoup d'arbres. Et donc, il y a des preuves. Alors, est-ce qu'on sait Mais combien... ça a probablement duré quelques années, Pas seulement. plus, quoi. Pas plus. Voilà, c'est autour de l'an 1000, pendant peut-être une dizaine d'années, ils ont dû faire quelques allers-retours. Et puis, le contact avec les peuples autochtones ne se passant pas très bien, eh bien, ils ont dû renoncer à continuer à faire ce genre d'expédition. On n'a plus de traces ensuite, après l'an 1000, de ce genre de... Oui. Alors, on n'est pas à l'abri d'une découverte archéologique dans la région, quoi. Bah, c'est vrai, vous avez raison. Mais et par contre, c'est vrai, il faut en faire à chaque fois la distinction, et vous le dites bien, c'est que les Vikings, quand ils arrivent sur cette terre, ne disent pas c'est un nouveau continent, c'est un nouvel endroit. Il faut bien faire attention à ça, il ne faut pas s'emballer non plus. Ils n'ont pas dit nous avons découvert l'Amérique. Non, ils sont arrivés dans un pays, ils l'ont appelé le pays du vin, le pays de la vigne, probablement parce qu'il y avait de la vigne sauvage. Et il y a des fouilles en cours sur le site encore? Sur cet endroit? Non, je pense pas qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est un parc archéologique qui peut être visité. Mais, il y a des reconstitutions aussi, non, sur l'endroit? Oui, je crois qu'ils ont reconstitué des bâtiments. Oui. Donc comme ça, histoire de rendre les choses un petit peu plus palpables. Mais bon, c'est vrai que c'est une question que vous vous posiez beaucoup dans le chat, et comme ça au moins vous savez d'où ça vient, de quoi on parle à ce moment-là quand on parle de Vinland, mais aussi les limites que l'on peut mettre sur cette découverte de nouveaux continents pour ces peuples scandinaves. Moi j'ai une ultime question, puis après je vais vous laisser. C'est sur la question des cornes. Alors, je sais que on n'avait pas de... Alors, oui, il y avait... Alors, les gens me disent Beowulf avec Christophe Lambert. Je sais pas si vous avez vu ce super film de Beowulf avec Christophe Lambert qui est incroyable. J'ai dû voir ça il y a très longtemps et je me suis empressé de l'oublier. Ah oui, on l'a revu il y a pas longtemps. C'était... Vous avez bien fait de l'oublier, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais pour revenir sur les cornes, je sais que c'est faux. On nous le dit en cours, les profs d'histoire, à chaque fois ils sont en mode, eh bien sachez que c'est complètement faux. Malgré tout, j'aimerais quand même savoir d'où ça vient. Qui nous a fait croire que les cornes, c'était vikings? Alors, je dirais que, d'abord, vous dites, on sait que c'est faux. Oui, c'est vrai, ça c'est sûr, c'est complètement faux. Les vikings ne portaient pas de casque à cornes. Oui. Mais aujourd'hui, c'est devenu un petit peu l'alibi. C'est-à-dire que des gens qui veulent faire des reconstitutions vikings et qui se prétendent historiques vont dire « Ah, vous voyez, c'est historique, il n'y a pas de casque à cornes. » Oui. Tout le reste peut être faux. On est tellement près de l'histoire, nous n'avons pas de casque à cornes. À partir du moment où il n'y a pas de casque à cornes, c'est un peu c'est l'excuse fatale et finale. Voilà. Bon. Alors ça, c'est le premier point. Alors, d'où ça vient? Pendant très longtemps, c'est-à-dire dans des gravures, des peintures du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, quand on représente ceux qu'on appelle plutôt à l'époque d'ailleurs les Normands, c'est-à-dire les Scandinaves du Moyen-Âge, les Vikings, etc., on les représente plutôt avec des casques avec des ailes. Voilà, par exemple, une gravure, je ne sais pas de quand elle date celle-ci, mais probablement 19e celle-ci, ouais. 19e. Oui. Voilà, on les représente plutôt avec des ailes sur le casque. Alors, il se trouve que, alors la date exacte, je ne m'en souviens plus, mais on est dans les années 1860-70, un décorateur d'un opéra de Wagner, à Bayreuth, en Allemagne, dans le grand opéra que Wagner avait fondé, a décidé d'affubler certains personnages du Ring de Wagner. Le Ring de Wagner, c'est un opéra qui met en scène les dieux et les héros
de l'une des grandes sagas du monde scandinave, la saga des Volsungar. Il a décidé de les affubler de casques à cornes. Oui, et ça, on a du mal à imaginer l'importance et le succès de l'opéra au XIXe siècle. L'opéra, c'est vraiment l'un des arts les plus diffusés, des images sont diffusées, c'est quelque chose on vend les partitions, on chante l'opéra, c'est un peu, toute chose égale par ailleurs, l'équivalent de nos séries aujourd'hui, hein. C'est vraiment extrêmement populaire. Oui. Wagner en particulier est très populaire à travers toute l'Europe et même l'Amérique du Nord, et donc ça a pris. Et à partir de ce moment-là, on se met à représenter de plus en plus les Vikings avec des casques à cornes. Et les casques à ailes disparaissent progressivement. Et à partir du début du XXe siècle, on voit pratiquement plus de Vikings avec des casques à ailes. Alors Astérix chez les Normands, Astérix et les Normands, il ne va pas chez les Normands, c'est les Normands qui viennent. Les Gaulois ont des ailes comme Astérix sur leur casque, et les Normands, les hommes du Nord, ont des cornes. C'est vrai. D'accord, donc ça vient de là. Ça vient de là. En fait, c'est intéressant parce que, en fait, comme vous dites, et vous avez dit, hein, vous avez comparé d'une certaine manière l'opéra à la série. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, alors qu'avant, c'était peut-être le casque avec ses cornes qui était diffusé par l'opéra, maintenant on a cette mise en avant de la tresse et du tatouage sur la tête avec les séries. Et ben voilà. Et typiquement, voilà. Alors que le tatouage, par exemple, il y a un texte, un seul, qui est un texte arabe du Xe siècle, qui dit que des voyageurs scandinaves le long des fleuves de la Russie actuelle, il y a un voyageur arabe qui croise des navigateurs scandinaves qui descendent un fleuve, qui descendent la Volga. Dans la Russie actuelle, la Russie d'Europe actuelle, il croise ces Scandinaves le long de la Volga et il dit qu'ils ont des peintures bleues sur le corps. C'est le seul texte médiéval qui associe les Scandinaves ou les Vikings avec quelque chose qu'on peut interpréter comme des tatouages, mais ça peut être aussi des peintures. Mais le tatouage est devenu comme une sorte de marque de fabrique du Viking. On n'imagine pas un Viking sans tatouage. Tout à fait, c'est ça. Et avec une tresse aussi comme ça derrière, une grande tresse. Une sorte de coiffure avec une sorte de tresse et chignon. Oui, c'est ça. Alors que, je pense que c'est... Enfin, je pense, après je suis personne pour dire ça, mais ça ressemble un petit peu... Quand vous le dites, ça ressemble à la même création que le mythe du casque à cornes, finalement. C'est tout aussi... Oui, ce sont des décorateurs talentueux qui ont créé une apparence qui permet d'identifier immédiatement le Viking aujourd'hui. Oui. Le décorateur de l'opéra de Wagner a trouvé un costume qui permettait d'identifier le Viking, le casque à cornes. On en est revenu, on a décidé on s'est rendu compte que c'était totalement pas historique. Et effectivement, les décorateurs de la série, la saga, joli lapsus, de la série, ont inventé la coiffure et l'apparence qui permet de reconnaître le Viking. Maintenant qui est... Sauf que ça n'a pas plus de fondement historique. C'est intéressant aussi de resituer nos connaissances aujourd'hui, mais oui, voilà, ces tresses là, ces nattes, après il y a d'autres tatouages qui vont être aussi beaucoup utilisés dans la série, et c'est la perception à travers le temps des Vikings qui évolue avec les sources aussi en plus qui s'y rajoutent, qui nous font après ajouter, supprimer des interprétations qu'on peut avoir de ces peuples. C'est pas un peuple finalement, de ces Vikings, de ces pirates, comme on l'apprend maintenant, et de ces Scandinaves ensuite, ces hommes du Nord. Il est déjà 22h10, on a un tout petit peu dépassé de ce que je vous avais dit, Monsieur Gauthier. Je tenais, on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai essayé de prendre des questions au mieux possible à la volée. Merci beaucoup en tout cas d'être venu.
C'était passionnant, j'ai appris énormément de choses, j'ai passé un excellent moment avec vous, à apprendre, à vous écouter, à vous reposer des questions. J'espère que dans le chat aussi c'était pareil. Merci beaucoup. Eh ben, merci de votre invitation. Et puis, bonne continuation. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous. Je vous enverrai la rediff, hein, bien sûr. Je me permets aussi de faire un petit peu de pub pour vos livres. Vous avez écrit Arthur chez Ellipse Poche. Vous avez fait la préface de Autant des Vikings de Andrés Winroth. J'ai vu aussi que des fois vous aviez été auteur dessus. Est-ce que vous avez juste fait la préface ou est-ce que vous avez... Non, j'ai fait la préface, j'ai écrit la préface et puis j'ai écrit un petit... En fait, c'est une traduction, hein. Andrés Winroth est un historien suédois qui a écrit son livre en anglais. J'ai fait la préface de ce livre, mais j'ai aussi ajouté un petit guide de lecture pour les lecteurs francophones. Parfait. Parce que le livre, en fait, avait une bibliographie en anglais. Donc, voilà. Tout à fait. Est-ce que vous auriez peut-être des recommandations de lecture à faire aux gens qui nous regardent, une ou deux peut-être? Il y a eu un numéro de la revue L'Histoire. Il y a... Oh, ça doit être fin 2017, quelque chose comme ça, ou début 2018, qui portait sur les Vikings. Oui, donc le livre de Winroth est très bien. Il y a le livre de Pierre Bauduin, Histoire des Vikings. Pierre Bauduin, qui est mon collègue à Caen, qui est l'un des grands spécialistes aussi des Vikings. Ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ce nom, effectivement. Et puis il y a le petit... Si vous voulez lire quelque chose de rapide et de très bien fait sur les Vikings, il y a le petit Que sais-je de Pierre Bauduin. Aussi, pour raccourcir. Voilà, en moins de 100 pages, vous avez l'essentiel sur les Vikings. C'est bien fait. Et bien voilà. Et bien merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. Encore une fois, je le dis, c'est quand on essaye, je trouve ça bien d'essayer de donner la parole aux historiens, mais c'est bien aussi quand ils la prennent et quand ils acceptent de venir sur des terrains dont ils n'ont pas forcément l'habitude. C'est vrai que les historiens vont faire des conférences, c'est des super formats, mais c'est chouette que vous veniez justement et bien sur un autre terrain qui est celui d'Internet, de Twitch, pour venir parler sur ce que vous avez travaillé aussi. Donc merci beaucoup, Monsieur Gauthier. C'était avec plaisir. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Très belle soirée. Au revoir. Au revoir. Oh, aïe, c'était incroyable. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant. Il était tellement passionnant, tellement humble sur ce qu'il savait. C'était trop cool. C'était trop cool. Tu peux dire le nombre de personnes? Ah, je lui ai pas dit le nombre de personnes, il faudra que je lui dise. Je lui dirai qu'il y avait 1500, j'ai pas vu le nombre de personnes. Mais voilà, c'était vraiment trop intéressant. J'aurais vraiment pu le faire durer toute la nuit, mais voilà, il est 22h15. Voilà, on va pas abuser non plus. Merci beaucoup, Karl, pour les 250 bits. J'ai essayé de faire passer vos questions le plus possible. Il y en avait certaines qui se recoupaient, etc. Mais j'ai essayé de faire au mieux. Et puis de faire en sorte qu'on voit un petit peu un spectre très très large. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis tellement fier que des historiens, et tellement honoré que des historiens prennent le temps de venir parler de leur sujet, sujets qu'ils aiment, qu'ils partagent, sur lesquels ils écrivent pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà. J'espère que c'était cool, j'espère que vous avez trouvé ça bien. Voilà, c'est tout. J'ai appris tellement de trucs, c'est abusé. Demain, on va attaquer Assassin's Creed Valhalla. On va être en mode let's go, on est monstrueux en fait, on sait tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, j'espère que vous aussi. Et puis voilà, merci à vous, merci aux gens qui sont arrivés, merci aux gens qui ont découvert aussi le format ce soir. Sachez que c'est un format qui est hebdomadaire, donc on n'a pas des historiens toutes les semaines. Le prochain historien sera dans 2 semaines, je vous garde un petit peu le secret et le sujet aussi. Sachez que le prochain live histoire sera la semaine prochaine, mercredi 20h. On se garde aussi de pouvoir faire des live histoire en extérieur, bien sûr, de pouvoir parler de certains sujets, rencontrer d'autres personnes, etc. Et puis voilà, et merci à vous d'avoir suivi, et on continue à parler d'histoire. Le prochain épisode où on parle d'histoire, on parlera d'histoire matérielle. Cette fois-ci ce sera avec Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée. Ce sera vendredi parce qu'on va regarder ensemble l'épisode de Quelle aventure de vous savez, cette émission de Fred et Jamy qui parlait justement des Vikings, et on va parler un petit peu du matériel viking, de leurs bateaux, de leurs armures, de leurs épées, et on va en discuter avec lui. Donc soyez là bien sûr pour continuer à parler d'histoire, parce que ça fait juste plaisir, c'est juste tarpin plaisir, évidemment. Messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous. Est-ce que Ultia est en live pour aller raid
Par exemple, je dis Ultia au hasard, hein, by the way. Non, elle n'est pas en live. On va pas... Je regardais un petit peu. Hein. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a également des historiens qui avaient travaillé sur Assassin's Creed Odyssey. Ce serait cool de les avoir. Oui, oui, il y a des historiens qui ont travaillé sur plein de sujets. Là, on était plus particulièrement sur, sur les Vikings parce que c'est Assassin's Creed Valhalla qui est sorti. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais raid étoile. Il parle de culture étoile. On va raid étoile. On peut faire étoile si vous voulez. Carrément, on peut aller voir étoile. Et ce sera Aou. Ce sera Aou. 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 Ce sera le mot de passe du... Ce sera le mot de passe du, du raid, ok? Vous me copiez-collez ça et vous allez spammer son chat, bien sûr, parce que ça régale. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui veulent pour le prochain live histoire. Le prochain rendez-vous histoire, c'est vendredi. Et sinon, les lives reprennent demain à partir de 11 h. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et puis continuez à vous intéresser à l'histoire. Soyez évidemment curieux. Allez, ciao tout le monde. Salut, salut.